dans ce one-shot à venir. Je lui fais un croc en jambe afin qu'il se retrouve au sol et je relève son bras avec ma main gauche et j'appelle les légionnaires. Qu'est-ce que vous faites, Centurion? Vite, légionnaire, son bras! Les hommes se précipitent pour tenir son poignet. D'autres s'appuient contre son torse. Et il constate comme moi ce qu'il a sur le bras. Ouais, on voit ses veines devenir noires et monter jusqu'à son épaule. Je suis désolé, Quintus. Les yeux exorbités. Non, non, non! Centurion! Et je vais trancher son bras. Dans la nuit, un cri déchirant. Le cri résonne en écho, puis se transforme. Tu crois d'abord entendre une espèce de mugissement, peut-être celui du tonnerre au loin, clamant et signalant son approche. Mais peu à peu, cette rumeur se précise. Ce sont des voix humaines qui mugissent ainsi, aussi puissantes que les éléments célestes se déchaînant. Vous êtes redoutables, vous êtes immortels, vous êtes inarrêtables. Suivi de cris de guerre, des épées brandies, des lances pointées, les ordovis arrivent de partout, haineux et hurlant derrière leurs boucliers plats et ovales. Rien ne va plus. Imagitatrice, imagitateur, hello there. Comment que ça va bien les gens? Eric pour te présenter le one-shot Prima Centuria. Une aventure épique mais très sombre, puisque je me suis inspiré d'une nouvelle d'un disciple de H.P. Lovecraft, Robert Bloch, qui nous avait entre autres offert l'excellent Psychose. Donc la nouvelle en question, L'Île Noire, qui a été écrite en 1939, que l'on retrouve dans le recueil de nouvelles La chose venue des étoiles. Donc pour ce voyage ténébreux qui se déroule en l'an 55 après Jésus-Christ, à l'ère de l'empereur Néron, j'avais besoin d'un centurion sans foi ni loi, ni âme aussi. Alors c'était évident, ça me prenait NG pour interpréter le centurion Burbista. Donc sans plus attendre, accroche-toi et prépare-toi à plonger en enfer, le tout monté comme à notre habitude, comme une fiction audio, avec la musique, le bruitage, tout ça pour le plaisir de tes petites oreilles. Bonne écoute. En l'an 60, après la naissance du Christ, sous le règne de Néron, les légions romaines, telles des ombres de fer et de haine, franchirent le détroit tumultueux de Ménaille, sur le territoire de Cambria, l'actuel pays de Galles, pour atteindre l'île sacrée des druides, Mona. Là, dans un déchaînement de violence, ils massacrèrent hommes, femmes et enfants, et anéantirent l'objet de leur terreur, les druides. En effet, les druides représentaient un pouvoir spirituel et politique, jouant un rôle crucial dans le maintien de l'unité des peuples celtes face à la présence romaine. Ils étaient le pont entre les dieux et les hommes, mais également architectes, philosophes, astronomes, juges, éducateurs, guérisseurs, devins et conseillers des rois. Les Romains, les ayant combattus en Gaule, avaient rapporté des histoires de sacrifices humains et d'étranges pouvoirs. Les druides devaient disparaître. Mais ce que les annales ont omis de narrer, c'est que 2 cohortes romaines, près de 1000 soldats, avaient déjà tenté une première incursion sur cette île mystique, 4 ans auparavant. C'est cette histoire, enfouie dans les brumes du passé, que nous allons vous dévoiler. Et surprenamment, le héros de ce récit n'est ni celte, ni romain, mais un Dace, Burbista, fils de Dacicus. Laissez-nous vous raconter son histoire. À un jour de Cambria, le pays de Galles, sur les eaux étonnamment calmes de l'Atlantique, 10 énormes quinquérèmes avancent lentement, ces navires propulsés par 150 rames, sur lesquels s'échinent 300 rameurs. Sur chaque quinquérème, plus de 80 soldats et quelques chevaux, le tout formant une armée de 900 hommes pour la flotte. Sur l'une d'elles, le commandant de l'armée, le tribun Decimus Tilius,
s'entretient sur le pont avec l'un de ses 10 centurions, Burbista. Selon nos espions, une troupe de 300 barbares protège les druides, des locaux, de la tribu des Ordovis. Malgré la capture de leur chef il y a 4 ans, Karatakos, et le massacre de leurs meilleurs guerriers, il semblerait que ces idiots prennent plaisir à nous nuire, encore, et à nous défier. Le tribun Decimus a fière allure, les épaules enveloppées dans son paludamentum, c'est-à-dire sa cape rouge, et son torse protégé d'un plastron luisant, comme de l'argent. C'est un homme vers la fin quarantaine, que les campagnes et les guerres ont rendu solide, et qui lui ont permis de rester droit. Mais le poids des années et des batailles sont désormais inscrits en profond sillon sur les traits de ce visage rasé et sévère. Seule une couronne de cheveux gris et courts décore son crâne buriné par le soleil. L'homme devant lui, son centurion, il ressemble à quoi, lui? Burbista a la peau plus pâle que celle des Romains qui l'entourent, et entre autres celle de Tilius. Il a les traits sombres, bien que dans la mi-trentaine, on croirait qu'il est déjà plus vieux. On voit que les intempéries et probablement à force de plisser les yeux au soleil, ont fait en sorte que Burbista a des rides avancées pour son âge. Il est quand même doté d'une bonne musculature, même plus proéminente que celle des autres Romains, et qui est visible. Il s'amuse à en jouer, à montrer justement ses bras musclés devant les autres. On comprend immédiatement, juste en le voyant, que c'est le genre de soldat qui est prêt à utiliser d'intimidation envers ses pairs. Ses yeux sont sombres et calculateurs, alors qu'il les pose sur le tribun Tilius. Si nous accostons sur les quelques plages de l'île, l'ennemi nous attendra de pied ferme. Si nous nous divisons pour envahir l'île par différents points, fragmentant ainsi nos forces, nous perdrons l'avantage du nombre et celui de notre tactique de combat, la discipline et guerroyer comme un seul homme. Plusieurs se sont heurtés à cette île. Je propose d'accoster sur le continent, Burbista, en toute sécurité, de l'autre côté du détroit de Menaille. La largeur du bras de mer varie entre 800 et 2000 coudées. 800 coudées, NJ, on parle d'environ 400 mètres. Oui. Donc c'est un détroit qui est très étroit, on parle entre 400 mètres et 1000 mètres. OK. Ça peut sembler bien peu comme traversée, mais cette barrière naturelle d'eau est quasi impraticable pour les gens qui ne connaissent pas les pièges que recèle le détroit. Le courant vient des deux sens. Malheureusement, tu ne pourras pas combattre avec ton affreux cheval. Souvent, le tribun te taquine avec ton cheval provenant de ton pays, la Dacie, l'actuelle Roumanie et la Moldavie. Pays montagneux qui ont musclé vos chevaux, robustes mais moins rapides et plus petits. C'est peut-être là aussi que t'es allé forger ta solide charpente, Burbista. Oui, tout à fait. À vivre dans les collines et les montagnes, ça forge un homme, et même jeune garçon que j'étais. Et quand le tribun comme ça me titille, tout ce que je réponds, c'est un grognement. Et c'est quelque chose qu'il a l'habitude de me voir répondre, parce qu'en même temps, il sait très bien que les chevaux, c'est ma passion. Il faudra les laisser sur le continent, malheureusement. Parce que je préconise de faire un pont de bateau. Mais même à l'endroit le plus étroit du détroit, avec 800 coudées, impossible de prendre nos 10 quinquérèmes et les mettre côte à côte. Ce sera donc un pont de bateau, mais les navires seront disposés tête à queue. Je ne connais personne qui ait tenté. Et là, tu vois un petit sourire malicieux se dessiner sur ce visage. C'est un bon stratège, le tribun Decimus. Et souvent, elles sont audacieuses, ces tactiques. Ce sera moins stable, et aussi plus long et difficile pour nos hommes en armes de le franchir, mais nous le traverserons avec une certaine sécurité. Nos rameurs planteront leurs pagaies pour nous stabiliser. Là où nous traverserons, le tirant d'eau fait à peine 5 coudées. C'est intelligent, tribun, mais il faudra tenir compte de la puissance du courant dans ce secteur et garder des vigies
sur le qui-vive afin de repérer quelque attaque que ce soit depuis l'eau parce que nous serons vulnérables. Effectivement, comme toujours, Burbista, tu as raison. Si les druides ou les ordovis nous attaquent durant la traversée, nous aurons quelques ennuis, mais nous aurons nos boucliers pour nous protéger. Et nous avons environ une centaine de rameurs capables de manier un arc à partir des quinquérèmes. C'est jouable, c'est jouable. Ta centurie prendra la tête, comme toujours. Tu es mon glaive, et le seul en qui je peux avoir totalement confiance. Et ça, tu le sais. Depuis une dizaine d'années, les 8 dernières, c'est sous le commandement de cet homme que tu as guerroyé. Et toujours, malgré que tu n'es pas romain, il t'a toujours donné sa confiance, ainsi que le prouve ton grade de centurion. Tu vois l'homme pensif qui regarde la mer et son intouchable horizon, qui n'est qu'une ligne floue entre l'eau et le ciel. Ce sera ma dernière campagne, Burbista. J'ai guerroyé sous le règne de 4 empereurs, Tibère, Caligula, Claude, et maintenant le jeune Néron. Je suis fatigué, et j'ai grand espoir en Néron. Il n'a que 17 ans, mais il est sous la tutelle de 2 bons conseillers avisés, Sénèque le philosophe et le préfet du prétoire. Tu sais, il se retourne vers toi. Avec tes années dans l'armée romaine, tu pourrais demander à devenir citoyen romain. Tu y as pensé? Quand tu me dis ça, je crache vers la mer. Malgré tout le respect que j'ai pour vous, tribun, être citoyen de Rome, pour moi, ce serait du gâchis. Du gâchis? Tu sers la plus grande nation depuis près de 10 ans. Ce n'est pas pour rien. C'est pour te forger une place. Je suis un riche propriétaire terrien avec de nombreuses vignes. Tu pourrais travailler pour moi, loin du sang et des lamentations des mourants. Être mon intendant ou n'importe quelle tâche qui te plairait. Pense-y, Burbista. Ce serait un honneur de t'avoir près de moi lorsque je prendrai congé de l'armée. Un honneur de voir l'homme qui m'a sauvé la vie tant de fois sur les champs de bataille prendre sa retraite et s'éloigner de tout ça. Je frappe mon torse, l'armure qui s'y trouve, de mon poing, et j'ajoute, ça aurait été également un honneur pour moi, tribun Tilius, d'avoir combattu à vos côtés toutes ces années. Malheureusement, ma décision est prise et nos chemins se sépareront au moment où vous quitterez l'armée. Il vient mettre une de ses mains calleuses sur ton épaule. J'ignore où les chemins de la vie te mèneront, Burbista. Mais si tu avances vers celle-ci de la même manière que tu pourfends nos ennemis, alors tout est possible pour toi. Allez, va te reposer. Demain, nous toucherons terre. Et sans doute qu'une grande bataille nous attend. Est-ce que tu veux finir cette scène d'une manière particulière, NJ? Oui, alors que le tribun s'éloigne, je reste accosté au bastingage du bateau, profitant des roulis. Mes yeux fixent, comme ça, l'eau, et sans même m'en apercevoir, j'exprime ma pensée à voix haute. Puissent les dieux me donner la force d'enfin vous écraser, en romain. Salopard. Tu prends cette direction-là, mon salaud. C'était la voix du narrateur qui exprimait, lui aussi, sa pensée. Vos quinquérèmes ont accosté sur la rive occidentale. De l'autre côté de l'étroit bras de mer, large de 400 coudées, l'île de Mona, l'île des druides. Votre cible à atteindre au lever du jour, dans quelques heures à peine. Au milieu de la nuit, lourde d'humidité, tu traînes sur le pont du navire qui t'a amené dans ce royaume étrange, très loin de ta patrie, la Dacie. Je suis curieux, tu me parlais que tu aimais faire la démonstration de ta charpente, de ta musculation. Comment es-tu vêtu, Burbista, en cette nuit très humide alors que la chaleur nocturne est écrasante? Très sobrement, en fait, j'ai tout simplement, là, c'est le moment du repos, donc je n'ai pas mon armure, mais je porte les vêtements qu'on voit les soldats romains porter en dessous, là, tout simplement. Cette tunique-là, là, qui arrête à peu près aux cuisses, avec mes sandales. Et dis-moi, pourquoi tu ne trouves pas le sommeil
à la veille de la traversée du détroit et de la bataille? C'est en partie à cause de la bataille qui s'en vient que je sais qu'il va être une bataille exigeante pour nous, mais surtout par rapport à ce que le tribun m'a dit, que c'était sa dernière fois. Et pour moi, ça implique que si lui quitte l'armée romaine, moi aussi je vais la quitter avec mes 10 ans de service. Ce qui veut dire que je vais pouvoir retourner enfin chez moi, en Dacie, et finalement mettre en route le projet que j'ai depuis maintenant près d'une vingtaine d'années. Là, t'aiguises ma curiosité, là. Parce que là, je te laisse en roue libre, mais ton projet. Oui. J'essaie de lire entre les lignes, mais t'es en train de me dire que t'as servi la Légion romaine. Pourquoi? Mieux les étudier? Leur stratégie militaire qui est si redoutable et qui met à genoux tous les pays qu'ils rencontrent, tous les peuples qu'ils rencontrent? Effectivement, et c'est pour ça que je me suis évertué à être le meilleur soldat possible afin de gravir les échelons, malgré que je suis loin d'être un citoyen de Rome. J'ai pu obtenir ce grade-là par mes faits d'armes et par ma discipline, parce que oui, je voulais étudier les tactiques militaires romaines, je voulais les connaître, et c'est les dernières paroles de mon père, Dacicus, qui fait en sorte que, parce que de moi-même, j'y aurais jamais pensé, je suis pas assez éclairé pour ça, mais mon père, lui, avait compris que si un jour on voulait, si on voulait rester libre des Romains, il fallait qu'on soit une menace suffisante, et donc il fallait qu'on connaisse l'ennemi pour ça. Et le meilleur moyen d'y arriver, c'était d'être près d'eux. Je sais pas pourquoi, NJ, en 19 ans qu'on joue ensemble, je garde toujours espoir que tu interprètes quelqu'un de bien, mais jamais, non. J'exagère pas, là, dans Babel, j'étais très bien. C'est vrai. Et maintenant, tu me le fais payer depuis. Oui, ben là. Ben là. À part les 8 soldats collés au bastingage qui montent la garde, dos à toi, le regard vers l'horizon, personne d'autre. Mais quelque chose ne va pas, Burbista. Ces soldats sont trop immobiles, même pour des sentinelles de nuit. C'est à ce moment que quelque chose bouge à la périphérie de ton regard, à droite. Tu vas percevoir plusieurs détails en une fraction de seconde. Caché à cause de l'unique mât du navire, tu n'as pas vu la 9e et dernière sentinelle. Le soldat s'est raidi, alors qu'une silhouette s'est agrippée à lui, comme si les deux êtres étaient des amants. Une main, aux doigts crochus, s'est refermée sur la trachée du soldat. Déjà, la mort habite les yeux vitreux du jeune Romain. Tu remarques la traînée d'eau et les empreintes sur le bois du pont. Toutes les sentinelles ont été assassinés par ce seul homme, lui qui égorge le jeune soldat. Tu découvres ces longs bras d'un bleu que nulle teinture ne pourrait reproduire. Un bleu pâle décrépit et clair. Presque nu, vêtu de loques, l'homme à la longue barbe grise et hirsute est maigre à faire peur. Un visage squelettique, tout aussi bleu, dans lequel ses yeux entièrement noirs s'enfoncent dans ses orbites trop creuses. Que fais-tu, centurion Burbista? Le vieil homme ne t'a pas remarqué, car il s'agit bien d'un très vieil homme. N'importe qui d'autre dans cette situation-là aurait probablement sonné l'alarme, aurait hurlé afin que les soldats se réveillent et avoir de l'aide. Mais pas Burbista, non. Il va se diriger vers cet homme en tentant lui aussi d'être discret, afin de le surprendre. Et qu'est-ce qui motive Burbista à agir comme ça, seul? La confiance en lui ou stratégiquement parlant, il a compris que sonner l'alerte ne serait pas une bonne chose? En fait, Burbista est pas assez intelligent pour y aller de tactique comme ça, puis de penser que donner l'alerte, ça serait pas une bonne chose. C'est plus de l'instinct. Son subconscient, lui, est plus brillant que son conscient.
Et donc, il veut attraper cet homme par surprise, et c'est surtout pour tester sa force. Vraiment, inconsciemment. Parce que tu le sais, les soldats sont extrêmement superstitieux. Hein? Si t'avais alerté tout le monde, nul doute qu'on aurait vite compris qu'un vieillard a assassiné à lui seul 9 soldats romains dans la fleur de l'âge. L'effet serait dévastateur pour la bataille de demain et pour le moral des troupes. Tu sais à quel point le mental est important sur un champ de bataille. Mhm. Mais tout ça, t'as aucune conscience de ça. T'es un peu comme mon chien quand je lance le frisbee. C'est l'instinct qui... C'est pas qu'il aime les frisbees, c'est qu'il aime la chasse. Oui, Très exact. bien. OK. Dis-moi, Burbista, au niveau de ton adresse pour surprendre cet assassin, ça ressemble à quoi de ton côté? Je suis à Bon. Donc, avec ma carrure, évidemment, je suis un petit peu désavantagé, mais j'ai l'habitude, dans ma Dacie natale, de me déplacer silencieusement pour la chasse. Ouais, on entend juste tes muscles se contracter, ce qui alerte tout le monde, non? Musclard. Ça va être un jet relativement facile, Burbista. 75 et moins, et tu le surprends. 51. 51. C'est une réussite. Tu t'amuses. Est-ce que tu l'exécutes ou tu le fais parler? Est-ce que tu le surprends? Est-ce que tu le maintiens? Que fais-tu avec cet homme? Alors qu'il laisse le corps le Romain qui vient d'abattre, on le voit peut-être regarder à gauche, à droite. Oh, une impression. Et finalement, un avant-bras colossal vient s'entourer autour de son cou. Il vient le serrer très fort, mais pas assez pour l'étrangler totalement, ni lui casser la nuque, ce que j'aurais probablement pu faire avec facilité, étant donné sa maigreur quasi maladive et son âge. Et donc, cet avant-bras-là vient le prendre au cou, et avec mon autre main, je viens serrer son avant-bras, et je vais lui parler doucement à l'oreille. Déjà, au premier contact de tes biceps sur le haut du torse et le coude de cet homme, il y a quelque chose qui pourrait te révulser, Burbista. Sa peau est visqueuse, un peu comme celle d'un poisson, et anormalement glaciale, beaucoup trop lisse pour un vieillard. Et les mots que je voulais lui dire, après m'être rendu compte de ça, c'est « Du calme, vieillard, je ne suis pas un ennemi. » Et je le lâche. L'homme se tient la gorge. Tu n'es pas romain. Non, je combats pour Rome, mais je ne suis pas un Romain, et je ne les porte pas à mon cœur non plus. Perdu dans ses locks, le vieil homme a le dos courbé et te fixe de ce regard un peu malade, lépreux, maladif. Si tu n'es pas mon ennemi, pourquoi intervenir? J'aurais pu tuer les sentinelles de quelques navires et ensuite les incendier. Et après quoi? L'ennemi auquel tu fais face n'est nul autre que le tribun Tilius. Tuer quelques sentinelles et mettre le feu à quelques navires ne l'arrêtera pas. Non, tu es sur la mauvaise route. Malgré sa maigreur, l'homme se redresse et bombe son torse squelettique. Nous savons qu'à l'aube, vous avez prévu de nous attaquer. Sache que nous autres, druides, nous pouvons convoquer une magie qui vous anéantira. Tu dis que tu n'es pas l'ennemi, mais... Et là, il te détaille. Mais tu fais couler le sang pour Rome. Alors dis à ton commandant de rebrousser chemin avant qu'il ne soit trop tard. J'acquiesce et lui fait signe du pouce de quitter le navire. Tu veux que je fuis? Il n'a jamais été question de partir. Ne peut vivre ce qui est déjà mort, étranger. Lentement, tu vois le vieil homme tomber à genoux sur le pont et s'effondrer face contre le bois. Je m'approche de lui, je viens vérifier son état. Tu vérifies quoi? Son souffle?
Oui, je lui ai posé le dos de la main devant son nez et sa bouche. Tu vois que sa peau lustrée le devient de plus en plus. Des gouttes qui apparaissent sur sa peau, bleutée. Le corps de l'homme devient flasque et se désagrège en un liquide poisseux devant toi. En quelques secondes, il ne reste plus qu'une tache noirâtre sur le pont. Ce produit noirâtre-là, je vais y toucher et approcher de mon nez, renifler la nature. Tu renifles l'odeur de la mort, Burbista, et peut-être même une odeur que tu as déjà sentie par le passé. L'odeur d'un mort noyé. Je crache au sol, comme si ça allait lever une quelconque malédiction qui était sur nous. Conjurer le mauvais sort? Pas bête. Ouais, conjurer le sort. Et je vais aller réveiller Tilius pour l'informer de la situation. À 4 heures à peine de la traversée de l'étroit bras de mer pour aller exterminer les druides, on te voit donc quitter le pont et ses 9 cadavres et descendre l'escalier qui mène jusqu'à ton tribun. Burbista, premier espion d'As de l'histoire, dis-moi, qu'as-tu dit au tribun comme information par rapport à ce qui s'est passé la nuit dernière? J'ai gardé pour moi l'espèce surnaturelle de ce qui s'est passé. J'ai tout simplement dit au tribun que les sentinelles s'étaient fait tuer, que je les avais découvertes comme ça, et comme voyant, j'ai vu des ombres plonger dans l'eau. Et je suis pas allé plus loin que ça. Et comme malheureusement le tribun te fait confiance, oui. Avec des regards échangés de nervosité, vous avez traversé difficilement le pont de navire. Pas moins de 2 heures pour positionner la dizaine de Quinquérem. Et encore 2 autres pour la faire franchir. Pour faire franchir l'armée sur ce pont et traverser le détroit de Menaille à 900 soldats. Pendant la traversée, rien. Aucune attaque. Aucune présence. Pas même l'ombre d'une silhouette à l'orée de la sombre et épaisse forêt. Est-ce que cela t'inquiète, Centurion Burbista? Car c'était une belle occasion de vous attaquer durant la traversée du détroit, là. Oui, mais avec ce que j'ai vu hier soir, je me dis que l'ennemi peut être même dans le sable présentement. Donc, comment je dirais? Je me repose pas sur le fait que je le vois pas, parce que je sais qu'il peut être là. Et mes hommes probablement me voient plus nerveux que jamais. En parlant de tes hommes, en formation, ta centurie de 79 hommes est face à la forêt. On vous nomme la Prima Centuria. C'est vous qui êtes en tête de l'armée. Le tribun Decimus, lui, est mêlé à la 5e centurie, qui se tiendra au centre. Ton optio, ton officier second, Quintus, est à ta droite. Le soldat d'expérience de 37 ans affiche un visage soucieux, mais sans peur. L'homme aux traits creux, blanchi de quelques cicatrices et au nez protubérant plusieurs fois cassé, en a vu d'autres avec toi. J'aurais bien aimé avoir nos chevaux. Et merde, avec une forêt aussi dense, impossible de garder la formation, chef. Mais moi donc, Quintus, et moi donc. Mais les ordres sont là. Et donc, assure-toi que les hommes soient en formation avec leurs boucliers afin de défendre notre position. On doit tenir, coûte que coûte. Très bien, Centurion. Et on me voit comme ça un peu en retrait de mes hommes, parce que j'ai jamais été proche d'eux, étant donné que j'aime pas Rome, et donc les Romains. Il y a bien des choses que je suis capable de faire, mais à être hypocrite à ce point-là, il y a quand même des limites. J'ai de la difficulté à être proche d'eux, mais eux perçoivent ça plus comme peut-être de l'arrogance. Et sans doute le fait que tu sois un centurion d'As, ta centurie est sans doute celle qui comporte le plus de soldats qui ne sont pas romains. La centurie la plus multi-ethnique. OK. Avec ces gens qui viennent de d'autres nations, quelle est ta relation? Alors que ce sont des peuples conquis par les Romains ou qui seront bientôt conquis, comme l'histoire va nous le prouver avec le tien. Avec ces soldats-là, si j'ai eu quelques conversations autour d'une chope de vin ou d'une partie de dés,
C'est tout simplement que on a partagé un peu les déboires qui nous ont menés ici et je me suis... c'est un des petits plaisirs que j'ai de attiser le feu qui sont en eux contre Rome. Ah, un agent subversif. Ah, oui, les corrompre d'une certaine façon, mais en attisant leur haine des tâches ingrates qu'on nous fait faire, de tout ça, du pourquoi Rome est ainsi. Et évidemment, comme j'ai quand même une certaine prestance pour eux, ben, eux autres, ils écoutent ce que je dis. Donc, premier espion d'As et premier syndicaliste d'As. C'est bien. Ça fait 20 minutes que vous marchez à travers le branchage et les troncs de chêne épais. Tu viens tout juste de remarquer Burbista, mais voilà un certain temps que les oiseaux ne chantent plus. Même le vrombissement des insectes qui se voulait insistant s'est tu. Dans cette forêt silencieuse, la seule chose qui bruisse, c'est vous, les Romains. Ce n'est pas normal, chef. Regarde la canopée. Le peu de ciel qu'on entrevoit, il est noir comme la nuit. Il va falloir s'éclairer des torches si on veut continuer. Pourtant, il est à peine midi. Je regarde autour de moi, je fais malgré moi le même constat. J'imagine qu'alors qu'on s'avance comme ça dans cette forêt, le reste des troupes continue de débarquer sur l'île. Vous étiez tous débarqués. Vous étiez les premiers à vous engouffrer dans la forêt, mais on a vraiment attendu que les 900 hommes soient sur l'île. OK. Et vous êtes la première, vous êtes la centurie de tête, comme tu l'as toujours été depuis que tu es l'homme de confiance du tribun. Donc vous êtes vraiment à la tête. Et là, comme c'est une forêt dense, vous êtes plus en file qu'une véritable formation romaine. Donc pour la première fois... tu sens vraiment l'inquiétude là, dans la voix et le comportement de Quintus. Quintus, si c'était que de moi, on foutrait le feu à cette forêt. On attendrait tout simplement qu'ils en sortent, comme des cafards qu'on écraserait. Mais ce n'est pas moi qui donne les ordres. Allumez des torches, mais restez sur vos gardes. Quintus se retourne et aboie les ordres. Un grondement, Burbista. Ça provient de devant vous. D'abord sourd, mais celui-ci enfle rapidement, jusqu'à devenir assourdissant, jusqu'à faire trembler la terre sous vos pieds. Comme un tremblement de terre. Oui. Je vais sortir mon glaive et m'accroupir comme pour... Ça vient vraiment devant vous. Lorsque Quintus te voit, il crie « Pilum pointé devant! Prima Centuria! » Moi, je pense même plus à mes hommes ni à leur formation. De toute façon, j'ai jamais été tellement un grand stratège à ce niveau-là. Pas au cœur de la bataille, parce que je m'y livre toujours corps et âme en montrant l'exemple à mes hommes. Et moi, je suis devant mes hommes alors qu'ils pointent leur lance dans mon dos, en fait. Oui. Et je scrute devant moi pour essayer de voir. Il en a toujours été ainsi. Toi qui agis et Quintus qui, en te voyant agir, et tous tes légionnaires te voyant agir, font de même. Donc lorsque tu as sorti ton glaive, tout le monde s'est mis en formation de combat. Devant vous apparaissent des yeux jaunes, des centaines de yeux jaunes, fonçant sur vous. Au dernier moment, dans cette obscurité anormale, se dessinent les silhouettes de grands cerfs cornus, bondissant et courant pour se jeter contre vous. Tu es devant. Que fais-tu, centurion? Je hurle et je fonce. Tu vas au-devant de cette charge animale, grouillante et menaçante? Oui. Très bien. Nous allons voir comment se débrouille la Prima Centuria contre la charge d'une centaine de cerfs comme pris de furie. Ta centurie est excellente, mais cette charge furieuse et infernale est exceptionnelle. Pour que tes hommes s'en sortent bien, il te faut faire 40% et moins pour que la majorité s'en tire. Et là, c'est un jeu punitif. Il n'y a pas de point de destin. Non, aucune relance. Le destin est entre tes mains, Burbista. 26. C'est une réussite. Et pour toi, centurion, tu as combien en mêlée ou en adresse?
En mêlée, c'est que tu rends coup pour coup. Oui. En adresse, ben, t'es plus dans l'esquive et dans la dérobade. Mais non, Burbista est dans le coup pour coup. Je suis exceptionnel en mêlée. Exceptionnel, c'est énorme à l'échelle humaine. Mais devant toi, ce n'est pas un petit défi. D'accord. Tu auras un léger avantage. On y va avec un 65% de chance de briller, 60. Burbista. Parfait. Oh, 90. 90. La fiction te frappe. Mhm. Quelque chose va te malmener. Je te laisse un peu me décrire ça, Burbista. Alors que tes hommes ont bien tenu le coup face à la charge des cerfs. Oui. Des 79 que tu avais, c'est peut-être une dizaine qui ont été mis hors de combat. Certains morts, mais d'autres salement blessés au point que ils n'iront pas plus loin. De ton côté, toi aussi, t'as été malmené. Oui. À quoi ça ressemble tout ça? Alors que je hurle et que je fonce dans cette obscurité-là, on va voir, tout de suite après que j'ai disparu, des cerfs foncer sur mes hommes. Heureusement qu'Intus est là, fait poser à terre les grands boucliers romains. On voit les cornes venir les fracasser, les sabots les heurter. On voit les lances des Romains rapidement rougir du sang des bêtes qu'ils combattent tant que bien que mal. Et jusqu'à ce que le troupeau peut-être continue et les dépasse. Alors que cette charge se termine, Quintus sort un peu de la formation, cherche du regard dans l'obscurité Burbista et celui-ci finit par apparaître. Il tient dans sa main gauche la tête d'un grand cerf aux cornes immenses. Dans sa main droite, toujours son glaive rougi du sang de la bête. Et sur son torse, on voit que son armure a été trouée à plusieurs endroits et que son sang coule également, même si ça n'a pas l'air de l'arrêter. Dis-moi, alors que le regard de Quintus se pose sur toi, a-t-il l'habitude de voir ton sang être versé ainsi? C'est rare. C'est déjà arrivé, évidemment. Je suis pas immortel. Je ne suis qu'un guerrier extrêmement bien entraîné et discipliné, mais jamais dans de telles circonstances, ni face surtout à des bêtes. Et surtout, la nature des blessures doit être impressionnante. Perforée à quelques endroits, l'armure a perdu de son éclat métallique pour se rougir de ton sang. Les yeux exorbités de Quintus, ne sachant la profondeur des plaies. « Chef, vous allez bien? » Et se précipite vers toi. Vraiment, tu sens la panique un peu dans sa voix, dans ses gestes précipités. À ce moment, je lance la tête à ses pieds, ce qui vient le stopper net. Ça va plus que bien, Quintus. Notre ennemi, bien qu'impressionnant, saigne et meurt. Comme nous, on continue. Le tremblement s'estompe alors que les cerfs vous ont traversé pour poursuivre leur chemin. On entend quelques lamentations de tes hommes qui s'ajoutent, se mêlent à l'ambiance de cette fausse nuit. Disons 4 morts et 4 blessés. Que faites-vous des blessés? On les abandonne. Est-ce que Quintus est surpris alors que tu ordonnes de continuer d'avancer en laissant les 4 hommes esquintés derrière? Non, il connaît mon point de vue là-dessus. Laisser des hommes s'occuper des blessés, c'est d'en perdre davantage que ceux qu'on a déjà perdus. Et cette mentalité-là que j'ai fait également en sorte que c'est pourquoi on est autant terrifiant sur le champ de bataille et pourquoi on nous fait mettre en avant face à l'ennemi. C'est que on a l'air presque inhumain. Mais la vraie raison, c'est ça, Quintus l'a sait, c'est que je veux pas perdre 10 hommes de plus à les laisser surveiller les blessés. De toute façon, ces blessés-là, bien vite, vont avoir le restant de la troupe romaine qui va arriver à leur hauteur. Alors que vous vous remettez en route et que Quintus jette un regard derrière vers ces 4 hommes restés là, dos appuyé aux arbres, il réalise que la 2e centurie n'est pas derrière vous, ni le reste des 2 corps d'ailleurs. Les autres ne suivent pas, centurion. Autour de vous, bien que la chose soit impossible, on dirait vraiment que la nuit s'est installée. Tu peux sentir la nervosité de tes 71 hommes restants. Je reste
ferme, on continue. Et je m'enfonce dans l'obscurité. Vous avez entendu notre centurion? En avant, soldats! Après seulement quelques minutes, le bruit d'une chute d'eau frappe soudainement tes tympans, Burbista. Non, c'est le chointement de centaines de flèches qui sifflent en chœur et viennent percer tes hommes. D'ailleurs, les cris de ces derniers déchirent la nuit étrange, des cris d'hommes torturés. L'attaque vient des flancs, mais aussi de derrière. Une flèche non létale vient se ficher dans le bras de l'un de tes hommes. Tu vois de la fumée s'échapper de la blessure, comme si la pointe de la flèche était brûlante. L'homme hurle et pleure, tout en tombant à genoux. Des veines noirâtres courent sur son bras blessé et remontent jusqu'à son cou, et ses yeux deviennent aussi totalement noirs que ceux du vieil homme sur le navire. La peau de ton soldat se dessèche, se rétractant et se craquelant comme une terre désertique et assoiffée. Tu le vois se momifier alors qu'il pousse un cri devenu muet. Qu'importe où frappent les flèches, mortelles ou simples égratignures, tes hommes tombent dans d'horribles souffrances. Je crie dans leur direction. Qu'est-ce que tu cries? Bouclier levé! Bouclier levé! Et je fonce dans le tas de mes hommes. Dans le fond, je vais les rejoindre. OK. Je vais les rejoindre et je vais empoigner justement le bouclier de ce légionnaire qui est tombé, dont tu as décrit l'atroce mort. Et pour venir me joindre à eux et mêler mon bouclier au leur. Aussitôt que tu as hurlé ton ordre, il a été repris par Quintus. Aussitôt que tu t'es mis à courir, tel une ombre, il t'a rejoint pour former ce cercle de boucliers. La Prima Centuria se bat à excellent contre quelque chose d'incroyable. On a passé le cap du possible ici pour franchir quelque chose de surnaturel. Il te faut 30% et moins pour que la majorité s'en sorte. Oh! 99. C'est-tu un échec critique, ça? Oui, 95 et plus. Ouais. C'est un échec critique, un fiasco. Avant que l'on décrive qu'est-ce qui s'est passé, on passe maintenant à toi, Centurion. Oui. Mais je précise une chose ici. Ce n'est pas de savoir si tu es touché ou pas, car ces flèches, on l'a bien vu, ne pardonnent pas. Là. Oui. Hein? Elles sont la mort instantanée. Et comme tu es le héros de notre aventure et que tu as une banque de points de vie, ben... J'ai un bouclier narratif, c'est ça? Ben, c'est pas un bouclier narratif, c'est que t'as des points de vie. Ça serait un peu de la triche que je te fasse mourir en un seul coup, là. Oui. Donc, si tu rates, c'est que tu as été blessé d'une façon ou d'une autre en te protégeant de cette pluie. Tu te protèges comment? Un jet de quoi? Jet d'adresse, mêlée? Ben, je serais contre de pas prendre ça. C'est vraiment ma caractéristique la plus forte. Je vais y aller avec ça, mêlée. Donc, ton dernier jet était à 65. Mais cette fois-ci, ça sera un peu plus difficile parce que tu combats le surnaturel. Ton jet est à 55. Oh. Bonne chance, Burbista. Ouais. C'est parti. Oh, 83. Ouf. Encore une fois, la fiction frappe. Raconte-moi les déboires de ta centurie, la Prima Centuria, qui passe de 71 soldats à 19 seulement. Ouais, c'est un fiasco. Et toi aussi, dans cette pluie de flèches, la fiction te malmène. Allez, NG, décris-moi, amuse-toi à te faire mal. Alors que moi et Quintus, on hurle nos ordres, c'est quand même la panique chez les légionnaires à cause de la situation, des serres, la noirceur, les morts, puis ils sont témoins de ça aussi, hein, c'est leur frère d'armes qui meurt autour d'eux, momifié en un instant, ben c'est la panique. Et alors que, en temps normal, les boucliers se seraient dressés comme un seul, eh bien, ce n'est pas le cas. C'est des petits groupes qui se séparent, c'est un manque de cohésion qui fait que les flèches trouvent la chair
Et petit à petit, les hommes tombent partout autour de nous. Et ça dans d'horribles... Circonstances, oui. Et qu'arrive-t-il à Burbista pour que la fiction le frappe? Voyant la situation, Burbista crie à Quintus. « Prends le contrôle, Quintus! Sauve ceux que tu peux! » Et après avoir crié ces paroles, je laisse tomber le bouclier que je portais et je m'enfonce dans les bois pour aller trouver cet ennemi. Et alors que je cours dans cette noirceur-là, je vais sentir des flèches même siffler autour de moi et finalement, je vais me prendre les pieds dans des racines que j'aurais pas vues. Je perds pied, je tombe à demi, un genou à terre et me relevant, je vois une ombre qui fonce vers moi et avant même que j'ai le temps de réagir dans ma situation, je suis complètement déséquilibré. Je sens une lame qui s'enfonce dans mes côtes. Je viens empoigner cette ombre-là et je me rends compte que c'est un des soldats, un des légionnaires sous mes ordres qui est en train de fuir. La peur s'affiche dans son regard alors que tu le strangules d'une main? Ouais, mais en fait, je vais le repousser quand je vais le reconnaître parce que je sais qu'il m'a pris pour l'ennemi. Je suis désolé. Désolé, Centurion. Je suis désolé. Et tu le vois lâcher, laisser tomber son glaive. La vision de ses horreurs, de ses compagnons, morts, pétrifiés, momifiés, poussant des cris presque inhumains, a fait perdre une partie de la raison à cet homme. Tu le sens bien. Je vais le laisser où ce qu'il est, perdu, apeuré, probablement mort dans quelques secondes. Surtout s'il arrête pas de gémir, il va signaler sa position. Je maudis ma malchance, la main sur ma plaie tentant de stopper l'hémorragie, et je continue à m'enfoncer dans les bois, seul, cherchant cet ennemi et tentant d'être silencieux. Alors que tu avances, le sifflement des flèches cesse. Tu es dans les ténèbres, Burbista, entouré de la silhouette sombre des grands chênes. Derrière toi, une lueur, une silhouette qui brandit une torche. Centurion! Qui va là? Tu reconnais la silhouette trapue de Quintus. Voilà, on a perdu les autres. Merde, on est seuls. Centurion, les dieux sont contre nous. Que pouvons-nous contre eux? Éteins ta torche, Quintus. Tu le vois hésiter quelques secondes, cligner des yeux et, comme par habitude d'exécuter tes ordres, il plante la torche dans la mousse qui recouvre le sol. Je viens empoigner le collet de Quintus pour venir l'approcher de moi, afin qu'on puisse discuter sans être entendu dans cette noirceur-là. Quintus, je n'ai vu aucun archer dans ces bois. Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais on est véritablement tombé dans un piège. Rassemblons les hommes qui nous restent et retournons au bateau. Oui, vous avez raison. On ne peut combattre les dieux. Il prend les devants et vous rebroussez chemin pour retourner sur votre ancienne position là où vous avez tenté de former le cercle. Vous approchez lentement des quelques lueurs des torches, des hommes qu'il te reste. C'est à ce moment que tu vois Burbista sur le triceps de Quintus, comme un serpent venimeux flairant sa proie, une veine noire remontée avidement jusqu'à son épaule. Que fais-tu? Oh shit. Quintus, ton bras! L'homme se retourne, l'incompréhension sur son visage. Les autres légionnaires sont avec nous? Oui, c'est tes voix un peu derrière, peut-être à 20 pas, réunis, au nombre de 19. J'agrippe Quintus et je le pousse au sol. Je lui fais un croc en jambe afin qu'il se retrouve au sol. Et je relève son bras avec ma main gauche et j'appelle les légionnaires. Qu'est-ce que vous faites, Centurion? Vite, légionnaire, son bras! Les hommes se précipitent pour tenir son poignet. D'autres s'appuient contre son torse. Il constate comme moi ce qu'il a sur le bras. Oui, on voit ses veines devenir noires et monter jusqu'à son épaule. Je suis désolé, Quintus. Les yeux exorbités. Non, non, non! Centurion! Et je vais trancher son bras. Dans la nuit, un cri déchirant.
Le cri résonne en écho, puis se transforme. Tu crois d'abord entendre une espèce de mugissement, peut-être celui du tonnerre au loin, clamant et signalant son approche. Mais peu à peu, cette rumeur se précise. Ce sont des voix humaines qui mugissent ainsi, aussi puissantes que les éléments célestes se déchaînant. Vous êtes redoutable, vous êtes immortel, vous êtes inarrêtable. Suivi de cris de guerre, des épées brandies, des lances pointées, les ordovis arrivent de partout, haineux et hurlant derrière leurs boucliers plats et ovales. Rien ne va plus. Le nombre vous écrase, la stratégie est pour eux, l'état d'esprit aussi. Bref, peu de chance pour que les derniers survivants de la Prima Centuria survivent. « 20% et moins, alors que l'armée vous encercle et se referme sur vous. Ouais. Et vous déclasse en nombre. Ben là, t'aurais pas dû tirer un fiasco tantôt. 35. C'est l'échec. C'est l'échec. Et toi, Burbista, toi qui as été blessé par les serres, toi qui as été blessé par la lame de l'un de tes propres hommes, tu vois cet ennemi que les Romains appellent barbare fondre sur vous. 45%. 53. C'est donc On accumule les échecs. un non, mais. Ah. Je vais m'amuser avec le mais, si tu permets. Oui, oui, oui. On va voir tes hommes tenter de garder cette formation. Eux qui étaient déjà affairés à tenir Quintus sont surpris par la violence de l'attaque, la furie de celle-ci. C'est une vague qui frappe et qui se referme sur vous. Mais une main vient se plaquer contre ta bouche, alors que tu as absorbé 3 ou 4 coups de l'épée ennemie. Et alors que cette main se plaque sur ta bouche, derrière toi, simultanément, un coup en arrière de l'articulation de ton genou droit te fait chavirer vers l'arrière. Tu tombes dos contre ton agresseur. Vous êtes tous les deux au sol. Son haleine fétide te fouette la joue, alors que son visage est collé à ton oreille. Ne bouge plus si tu veux vivre. Chuchotement latin, aucun accent, c'est un romain. La pointe d'une arme chatouille de manière très désagréable tes côtes arrière. Je vais te sauver. Et je crois que, à 3 blessures cumulées, je crois que on pourrait voir Burbista tourner de l'œil suite aux 3 nouvelles blessures qu'il s'est pris. Qu'en penses-tu? Oh oui. Quelque chose à rajouter? Non. J'ai pas mal! Je suis inconscient, j'ai rien rajouté. Le destin des héros parfois s'inscrit dans la douleur. Moi, j'ai pu briller dans la première scène. C'était donc un non, tu as tout perdu, mais tu es toujours vivant. Et je peux encore te torturer. La nuit, la vraie nuit, reste couché. Tu es sur le dos, couché dans la fraîcheur de la mousse et des feuilles mortes, Burbista. Torse nu, à la va-vite, on a pansé tes plaies, mais de vieilles guenilles, si bien que tu n'es pas certain que ça va aider ou au contraire, accélérer l'infection. J'essaie, à mes yeux, s'adapte vite à la noirceur et j'essaie de voir qui est là. Tu vois que l'homme est sans doute un Romain, mais en piteux état, vêtu de loques. L'homme va t'expliquer, Burbista, qu'il a été arrêté pour vol, Oui. que sa sentence fut de devenir galérien pour les 10 ans à venir, sur une trirème romaine. Malheureusement, leur galère s'est échouée sur les côtes de Cambria, il y a plus d'1 an. La poignée de survivants fut prisonnier des Ordovis. 1 an d'esclavage chez les barbares. Mais il y a 3 semaines, plusieurs esclaves, dont lui, furent amenés ici, sur l'île des Druides. Profitant d'un moment d'inattention, il s'est enfui il y a 10 jours. Toutefois, impossible de quitter cette île maudite. Au loin, dans la nuit d'encre qui dévore la silhouette des arbres, on peut discerner des flammes. Ton accent, tu n'es pas romain, toi. Non, je suis Das.
Tu vois que son regard s'attarde sur ta poitrine. On y voit un dessin scarifié par brûlure. J'ai cette chose que tu as sur ta peau. J'ai vu quelque chose de très semblable sur les parois des grottes ici. Il fait référence à la silhouette qui est représentée sur ton puissant torse. Un draco, n'est-ce pas? Oui. Donc, un animal fantastique de la mythologie. Un draco, en quelque sorte, c'est un étendard qu'utilise ton peuple. Ça a la forme d'un dragon. En quelque sorte, c'est une tête de loup, souvent qui était en bronze. Et le corps, lui, ressemble à un serpent. Le corps est fait de tissu ou de peau qui est fabriqué un peu comme une poche destinée à retenir l'air qui entrait par la bouche du loup. Le tout monté sur une pique. Ça avait plusieurs utilités. D'abord religieuses, hein? C'était un symbole de protection pour vos soldats, mais aussi des centaines de dragons qui volent au-dessus de la cavalerie, ainsi brandis, ça intimidait l'adversaire. Pratique aussi pour les archers, parce que ça pouvait également indiquer la direction du vent. Et on pouvait aussi s'en servir là, pour faire des signaux communiqués pendant les batailles. Et c'est cette représentation qu'il voit, cet animal mystique sur ton torse puissant. On ne peut s'échapper, Centurion. Comment on peut s'échapper? Il y a 400 mètres d'eau. N'importe qui peut nager pour atteindre l'autre côté, non? Ce serait la noyade avec ses courants. Et pire que tout, les oiseaux sont leurs yeux, les cerfs leurs oreilles, les sangliers leur odorat. Impossible de quitter l'île sans être pris. Voilà 10 jours que je fuis, que je tourne sur cette île. Les survivants de ton armée sont retournés à votre flotte. Regarde, ils sont réunis là, à quelques pas de nous, les Ordovis et leurs satanés prêtres impies. Et j'imagine que si tu m'as sauvé, c'est pour gagner une place sur nos navires et quitter cette île? Bien sûr. Tu ne ferais pas de même, étranger? Oui, c'est pourquoi j'ai compris ce que tu faisais. Regarde, il reste accroupi pour ne pas être vu et t'indique la direction où a lieu l'étrange cérémonie. Tu vois des druides aux robes blanches comme la lune qui dansent autour d'un grand feu. Avec eux des guerriers, des femmes, des enfants. Sans doute les Ordovis. Mais c'est l'arrière-scène qui captive toute ton attention. 7 grands géants de cauchemar, aussi hauts que la cime des arbres, près de 14 mètres, sont alignés face au grand brasier. Les silhouettes cyclopéennes bougent sous l'éclairage dansant des flammes. Des géants, comme dans les légendes d'Urbista. Ouais, ben là, Burbista, il est plus ben gros dans ses sandales romaines. Ah, ça se pourrait. Beaucoup de choses que tu as vues sur cette île que tu n'avais pas l'habitude d'entrevoir dans les autres combats que tu as menés. Sentant peut-être, c'est la peur qui te fait tressaillir alors que tu es à côté de cet homme? C'est, oui, la peur du surnaturel, parce que là, je pense qu'on peut dire que c'est carrément ça, là, avec des géants de 14 mètres, et on est ailleurs, là, on est rendu dans les mythes et légendes. L'homme met une main sur ton avant-bras. Peut-être te fait-il même sursauter, alors que tu es tout captivé par le spectacle devant toi. T'inquiète, ce sont des géants de bois, des démons tressés, de grandes charpentes faites d'osier configurées en forme humaine. Les torses sont des cages, dans lesquelles ils ont enfermé les esclaves à sacrifier. Si je ne m'étais pas évadé, et j'y serais aussi, ils seront brûlés vifs, pour leur dieu maudit, et pour invoquer la chose qui détruira votre flotte et tuera tous vos hommes. Je les ai entendus. Es-tu rassuré, Burbista? Non, évidemment que non. Mais quand il me dit ça, je comprends que ce que je vois là, ce rituel impie, peut effectivement peut-être se réaliser au bout du compte. Alors que habituellement, j'aurais pris ça pour une sinistre croyance. Et bien maintenant, je vois que c'est possible. Avec ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, oui, c'est possible qu'avec des sacrifices, ils puissent invoquer quelque chose d'encore pire. Le sacrifice terminé, le lieu sera sacré par la présence de leur dieu venu se régaler du sang des sacrifiés. Barbares, femmes et enfants devront partir de cette terre devenue sacrée.
et se réfugier dans un autre secteur de l'île. C'est là que la vingtaine de prêtres druides seront seuls et commenceront l'invocation de la chose qui anéantira la flotte. Il faut les arrêter avant que les enfers ne s'ouvrent. Sinon, nous ne quitterons jamais cette île vivant. Mais pour ça, il faut que les prisonniers meurent. J'en ai bien peur. Est-ce que j'ai toujours mon glaive dans les environs? Je n'ai plus d'armes. Écoute, je pense qu'on t'a assez esquinté comme ça et je crois que le réflexe de cet homme condamné aux galères, aurait été... de s'armer. La possibilité de mettre la main sur une arme romaine, un bon glaive, il l'aurait fait. Donc, peut-être que tu vois ton glaive à la ceinture de cet homme. Je me redresse, tant bien que mal. Quel est ton nom? Je m'appelle Gaius. Gaius, voici ce que tu vas faire. Je vais reprendre mon glaive et tenter, à tout le moins, de retarder ce qu'ils sont en train de faire. Toi, tu vas rejoindre les Romains au bateau et contacter le tribun Tilius. Dis-lui que c'est Burbista qui t'envoie et raconte-lui ce qui se passe ici. Tu ne m'as pas compris, Centurion. Jamais je n'atteindrai ta flotte. Ils les ont laissés retraverser leur pont de bateau, mais maintenant le pont n'est plus là. Lorsque j'arriverai sur les rives, ils me tomberont dessus. Je te l'ai dit, l'île elle-même travaille pour eux. Ce lieu est ensorcelé. Une fois qu'ils auront libéré la créature qu'ils veulent invoquer, ils détruiront tout. Toi, moi, la flotte. La survie de cette flotte est notre seul espoir. Mais je ne peux l'atteindre. Il a pas fait un geste pour te donner de lèvres, hein? Ok, ouais. Un dilemme? Ouais, ben là, je me rends compte qu'en fait, la flotte est partie. Ben, elle est juste de l'autre côté du détroit, effectivement. Elle est partie de l'île, oui. Oui, le pont a été défait parce que tu peux pas tenir un pont de navire là, ad vitam aeternam et surtout de la façon que le tribun l'avait confectionné. Là. Et le raisonnement de Gaius est fort simple. C'est qu'une fois que le sacrifice va être fait et que la terre du lieu de sacrifice va être sacrée, les Ordovis, enfants, femmes et guerriers vont devoir aller sur une autre portion de l'île. Et à ce moment-là, ben, tu vas être avec 20 vieux druides seulement. Mais le prix à payer, c'est de laisser littéralement cramer les prisonniers enfermés au cœur des géants de bois. Là. Il y a quelques Romains, certes, mais aussi d'autres Britons de d'autres tribus qui sont opposés aux Ordovis. OK. Ouais. De un, il va falloir que tu décides enfin à faire de bons jets. De deux, tu as une très grande décision à prendre. Et n'oublie pas, Burbista, tu n'as plus de renfort. Là. Tu es seul. Au moment où que les gens vont être sacrifiés, la chose est pas invoquée. Tu sais, comprends-tu ce que je veux dire? Effectivement, elle ne sera pas invoquée encore. OK, c'est ça. Le sacrifice permet de nourrir leur dieu. Et après, ils vont pouvoir faire la cérémonie afin d'invoquer la chose, l'être surpuissant qui va leur permettre de détruire la flotte et l'armée romaine. Gaius, est-ce que tu as l'intention de me remettre ce glaive ou de le garder pour toi? Tu es centurion. À bien considérer, je crois que cette arme t'est plus profitable. Mais seulement si je sais que tu vas nous faire sortir d'ici. Bien, mon intention dans l'immédiat, c'est de faire comme tu as dit. D'attendre que ces druides se retrouvent seuls et de faire ce qui doit être fait. Que les dieux te bénissent, centurion. Rappelle-moi ton nom. Burbista. L'homme plisse des yeux, grimace un peu sous l'effort de réfléchir. Tu viens de la Dacie. Oui. On dit que vous êtes de formidables guerriers et de bons cavaliers. J'espère que c'est vrai. Fait-il en te tendant le glaive par la poignée. Je prends le glaive, mais on va voir si un das est suffisant dans cette situation. C'est une forme de prière aux dieux, ça, Burbista. Ben, surtout que je suis déjà à moitié mort. Mais quand même, la moitié de point de vie, c'est bien, là. Oh, ouais. C'est ça, je disais. C'est une prière aux dieux. Les prêtres se mettent à claironner de leur voix surpuissante, à l'unisson, interrompant la folle danse des Ordovis, combattants, femmes et enfants. Les mains frêles et tavelées des druides se referment sur des torches, et lentement, dans un chant sombre et guttural, ils avancent vers les géants végétaux. À la vue des torches, une forte agitation, proche de la folie, s'empare des prisonniers. Mais leur cri n'est rien à comparer à ce qui suit, alors que les flammes commencent à lécher et avaler les hommes arbres et tous les prisonniers à l'intérieur. Leur hurlement d'agonie
d'hommes, de femmes, montent jusqu'aux cieux. Tu le ressens peut-être, Burbista, mais ces lamentations doivent être entendues sur toute l'île et jusqu'à votre flotte. Et c'est ainsi que on avance vers la dernière scène. Yes. Que fais-tu alors que le site sacrificiel est maintenant presque désert? Il ne subsiste des grands géants au nombre de 7 que des amoncelements de braises. Les prêtres druides commencent à se réunir en un cercle. La forêt est envahie par l'odeur de chair brûlée. À ce moment-là, on va voir Burbista sortir des bois à la lumière du feu, torse nu. On voit en évidence le Draco sur son torse. Il glaive à la main et sans parole, il va tout simplement fondre sur le premier druide à portée. NG, il s'agit d'une poignée de vieux druides, là. Alors que toi, t'es un guerrier qui est exceptionnel dans le talent mêlé. Ça veut dire que sur une légion romaine là, de 5000 ou 6000 soldats, là, t'es la pointure. Tu es le meilleur. Je te propose donc de régler ça en un seul jet, un va-tout. Et on tricote ensuite avec le résultat. Dac? C'est parti. Oh! Attends, NG, on va pas divulgacher le résultat, OK? Ce que je te propose, c'est qu'on se lance immédiatement dans la narration, l'interprétation du jet que tu viens de faire, et les gens vont tout simplement déduire ce qui est arrivé. Parfait. On y va. Tout concentrés qu'ils sont, Burbista, aucun geste de défense ne sera fait par ce druide. Tu peux foncer dessus sans crainte d'être arrêté. Décris-moi. D'un geste rapide et puissant, on va voir mon glaive traverser son torse, sortir vers l'avant dans une gerbe de sang qui va venir s'éclater dans le feu. Alors que ce druide chantait sa litanie à l'unisson avec les autres, celle-ci se transforme en gargouillis. D'un coup de pied sur le corps, Burbista va dégager son glaive en même temps qu'envoyer le druide dans le feu. Pour se retourner aussi promptement vers une nouvelle cible. Décris-moi. Sous le choc encore, ce sont des visages étonnés, des bouches arrondies, des yeux agrandis qui te reçoivent. Autrement dit, amuse-toi, juste à temps que je pèse sur les freins. Je pense qu'on est mieux de faire un montage à ce moment-là de glaive qui se lève dans les airs et s'abat à maintes reprises, de plus en plus rougi. Et on voit le sang qui, à chaque fois qu'on a un plan sur ce glaive-là, qui se rapproche de la garde de plus en plus, jusqu'à imbiber complètement le sabre, et on le voit dégouliner de cette lame-là. Le visage grimaçant, presque d'un sourire de Burbista, qui se rougit de plus en plus également, éclaboussé du sang de ses victimes. On dirait plus un boucher qu'un soldat. Sur la terre battue autour du feu, on voit ta danse macabre se jouer sur les ombres, juste à temps que tout cesse. Un homme, en robe blanche, à tes pieds, à genoux, sa tête coiffée d'une espèce de couronne, fait de feuillage. Suffit! Suffit! Guerrier! Je ne comprends pas. Nous l'avons pourtant évoqué. Nous avons évoqué la plus grande puissance, symbolisant la force, la faiblesse et la protection. Souveraine et suprême puissance, dominant la terre et les océans. Qu'arrive-t-il? Que nous est-il arrivé? Tu es au-dessus de cet homme, Burbista, ton torse dégoulinant de leur sang, ainsi que ta lame. Mais même à travers ce sang, le regard du grand druide se pose sur ton torse, et il voit le Draco. Nous l'avons évoqué. Murmure-t-il. Nous avons réussi. NJ, je te laisse le choix qu'on ne m'a jamais offert en tant que joueur. Est-ce que dans l'invocation de leur dragon pour détruire la flotte romaine, l'envahisseur, est-ce le fruit du hasard que ça corresponde à ton tatouage? Ou est-ce vraiment toi, le dragon invoqué?
Ou peut-être, au contraire, le verrons-nous apparaître? La fin, la conclusion de cette aventure, je te la laisse entre les mains. Ça peut être très mystique. Ça peut même être horrifique. Ou tout simplement très terre-à-terre aussi, là. Vers quoi nous entraînes-tu, Burbista? Oui. À ce moment, on voit un gros plan du Draco sur le torse de Burbista. Et on le voit tellement de près que les mouvements de respiration rapide de Burbista donnent pratiquement l'impression à ce tatouage d'être vivant. On entend également les sons amplifiés alors que la cage thoracique se soulève comme un grondement. La respiration forte. Et là, je ferais peut-être une coupure. Ah, tu as pris cette direction, j'approuve. Et peut-être même, juste avant de couper, entendre le cri de ce druide. Non! Non! Tu devais les détruire, eux! Les Romains! Pas nous! Pas nous! Ah! On a un cote et la chaleur, elle est infernale tout autour de toi. Dans la nuit qui se meurt, tu commences à percevoir des centaines de brasiers qui t'entourent. Tu reprends conscience alors que tu es à quatre pattes au sol. Tu vois ta main plaquée dans la boue. Autour de celle-ci, une plus large empreinte, monstrueuse, et plus grande que celle d'un bouclier. Peut-être une illusion, due aux ombres. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Et qu'est-ce que tu es? Devant toi, couché sur le sol dans la boue, mais redressé sur ses coudes, le tribun Decimus Tilius. Une traînée de sang marque le sol entre toi et la jambe manquante et déchiquetée du tribun. Autour de toi, Burbista, ce sont les restes de la flotte romaine que l'on voit? Oui, les coques en bois qui sont en train de flamber rapidement. Le tribun Decimus te regarde alors que tu es là, devant lui, nu. Qu'as-tu fait, mon fils? Qu'as-tu fait? Et pourquoi? Je le regarde alors qu'il est là, une jambe en moins, en train de se vider de son sang sur la plage. Dans mes yeux, il n'y a pas de pitié. Je vais simplement dire, je ne fais que vous rendre les coups. Je ne fais que rendre justice à mon peuple. Le tribun tente de se redresser un peu plus. Il gonfle son torse et il tente, même s'il est au sol, de se tenir droit et fier. Je t'aurais tout donné. Je t'aurais tout donné. Et je t'ai tout pris, Romain. Je me retourne et je quitte ces lieux en marchant, alors que on voit tout autour de Tilius ces hommes morts et sa flotte en feu. On entend le feu qui dévore avidement le bois des navires. C'est comme un mugissement qui se transforme peu à peu, alors qu'on a un fondu au noir et qu'apparaît lentement des centaines de dracos flottant au vent au-dessus d'une cavalerie qui s'immobilise au sommet d'une colline. Où sommes-nous, Burbista? En Dacie, aux frontières qu'on a avec les Romains, alors qu'on guerroie pour notre patrie, pour notre indépendance, notre liberté. On entend les cors, les dragons rugir. Un cavalier vient à côté de toi et de ta monture. Un homme qui a la même corpulence que toi, mais moins d'apparat. Vous croyez qu'on a une chance, commandant? L'homme porte son regard au loin, où l'on voit cette formidable armée romaine s'étendre sur les plaines, alors que vous êtes en hauteur, sur les collines. Je les connais mieux que quiconque. Oui, nous avons plus que nos chances. Et en disant cela, j'enlève le manteau de fourrure qui me couvre, laissant apparaître mon torse et le tatouage scarifié du Draco. Encore une fois, en gros plan, les sons de mon torse qui se soulèvent, les os qu'on entend, amplifiés. Et derrière toi, la clameur de tes hommes qui hurlent en chœur. Dragon, 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 dragon. Une légende est née
dans la Dacie, celle du commandant Burbista. Une belle légende. On fait ce qu'on peut avec les jets que j'ai tirés. Ah, il y a seulement le milieu qui a été difficile, là. Hey, si tu aimes ce que font les imagitateurs, tu n'hésites pas, tu t'affirmes, pouce, commentaire, tu communiques avec nous, on parle, on échange, on s'amuse. C'est le partage, c'est le JDR, quoi. Et d'ici à notre prochain rendez-vous, imagine ton JDR, brasse ton JDR. Ciao.